Lemaître. Je vous dirais que Dominique Lemaître a son actif une bonne vingtaine d'années d'activité au service de la philanthropie. Elle intègre en 1988 la Fondation de France, où elle commence un parcours intéressant comme responsable de la communication, se consacrant ensuite au métier du mécénat. Et aujourd'hui, elle est directrice du mécénat. Et à ce titre, elle supervise l'activité de 20 programmes et des 715 fonds individualisés gérés par la Fondation de France. À ce titre aussi, elle a eu l'opportunité de s'intéresser à l'ensemble des enjeux des fondations et du mécénat dans le contexte français et européen, particulièrement riche et évolutif des années 1990 jusqu'à 2010. La Fondation de France est un organisme privé reconnu d'utilité publique créé en 1969 pour encourager le mécénat au service des projets qui répondent aux besoins sans cesse en évolution de la société. Cette fondation collecte des fonds privés et reçoit des legs grâce auxquels elle soutient des projets associatifs concrets et innovants dans 3 domaines: l'aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l'environnement. Par ailleurs, cette fondation accueille sous son égide des fonds individualisés, dénommés fondations, créés par des mécènes particuliers ou entreprises qui souhaitent mener une activité philanthropique personnalisée. En 2012, la Fondation de France et les fondations qu'elle abrite ont consacré 150,5 millions d'euros à la sélection, la distribution et au suivi de 8400 subventions, prix et bourses. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'invite Madame Lemaître pour son discours, sa conférence, sur les enjeux du mécénat culturel pour un développement durable. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite chaleureusement remercier les organisateurs de ces rencontres. Je suis à la fois très honorée d'avoir été invitée à y parler et très curieuse de tout ce qui va se dire durant ces 2 jours. Curieuse de comprendre comment le mécénat s'exprime aujourd'hui, ici, en Haïti, et pourrait se développer demain au service de la société haïtienne, et en particulier de sa culture particulièrement vivante. Je ne me représenterai pas, puisqu'on vient de le faire. Je voudrais juste dire que la Fondation de France, donc le contexte de notre intervention, la Fondation de France a été missionnée par les donateurs français pour soutenir la société civile haïtienne à la suite du terrible tremblement de terre de janvier 2010. Et elle a accompagné de nombreux projets de reconstruction, aussi bien dans les domaines de la santé, de la formation, de la relance économique que de la culture. Et je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui de m'associer à ce colloque que le mécénat est au cœur même du métier de la Fondation de France. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Le mécénat aujourd'hui est une réalité mondiale, quels que soient les coins du monde. Aujourd'hui, je vais témoigner plutôt de ce que je connais, puisqu'on vous a dit que je travaille à la Fondation de France depuis près de 25 ans. Ce que je connais, c'est surtout le développement du mécénat dans le domaine, évidemment, en France, en Europe, un peu plus marginalement aux États-Unis, mais tout de même, puisque nous avons beaucoup appris de nos amis américains, et j'en reparlerai. Donc, je connais moins bien les réalités du mécénat dans d'autres coins du monde, mais ce que je sais, pour voir affleurer ici et là des projets, c'est que partout dans le monde, la répartition de la prise en charge de l'intérêt général devient de plus en plus hybride entre le secteur public et le secteur privé. Et en préalable à cette intervention, je voudrais dire qu'il ne faut pas penser le mécénat comme un remplacement que la société civile va remplacer les structures publiques. La société civile a besoin de ses États, de ses collectivités locales.
elle a besoin d'une organisation publique forte et le mécénat doit être le partenaire de ces organisations. Mais face aux mutations dont on a parlé tout à l'heure, il est évident que la société civile doit également intervenir pour compléter les moyens de l'État et de manière complémentaire. Avant de jeter un œil sur l'environnement du mécénat, que je vais essayer de vous brosser à grands traits, d'évoquer quelques chiffres, de vous parler d'un modèle que la Fondation de France connaît bien et que je pense assez appropriable dans des contextes très divers, et peut-être celui d'Haïti, qui est le modèle de la Fondation communautaire américaine. Avant d'en venir enfin aux enjeux du mécénat pour la culture, je voudrais, puisque j'ai l'honneur de parler assez tôt dans ce colloque, commencer par quelques définitions. Anne a prononcé tout à l'heure des mots de sponsoring, mécénat, philanthropie, libéralité, don, générosité, legs. On peut parler de corporate giving, corporate philanthropy, sponsoring, parrainage. Tous ces mots, effectivement, font partie de l'environnement, de l'intervention de la société civile dans le domaine de l'intérêt général. Je pense qu'il n'est peut-être pas inutile, en tout cas dans la conception à la fois francophone et anglo-saxonne des termes, d'essayer de définir ces mots un peu précisément. La première clarification qui s'impose, c'est que les mots de philanthropie et de mécénat recouvrent exactement la même réalité. Quand bien même, en français, le terme de mécénat a plutôt été approprié à la générosité des entreprises, tandis que le terme de philanthropie est davantage utilisé pour la générosité des particuliers. Dans l'univers anglo-saxon, on entendra parler de corporate giving ou encore de corporate philanthropy pour les entreprises, de private giving ou de philanthropie tout court pour les particuliers. Toutes ces dénominations recouvrent l'octroi de libéralité des dons et legs pour les particuliers, à des organismes d'intérêt général, libéralités qui sont librement consenties et sans contrepartie significative. Je dis sans contrepartie significative, car lorsque le donateur est une entreprise, même s'il est clair que cette entreprise agit en dehors de son domaine marchand, il est généralement admis que le mécénat lui permet un retour d'image institutionnelle sans référence en matière tarifaire. Ces actes de générosité volontaire sont généralement encouragés par les pouvoirs publics au travers d'avantages fiscaux. Les pouvoirs publics, en consentant des avantages, voilà le moyen de lever dans le privé des moyens supplémentaires par rapport à l'impôt. En France, nous jouissons depuis 10 ans d'un dispositif particulièrement incitatif et qui a énormément transformé le paysage de la philanthropie française. 66% du montant des dons des particuliers sont déductibles de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de leur revenu imposable. Quand un Français fait un don de 100 €, il fait en fait un don de 34 €, car 66% du montant de son don est pris par l'État sous forme de déduction fiscale. Par ailleurs, l'impôt sur la fortune existant en France, les dons sont également déductibles de l'impôt sur la fortune. 75% du montant des dons sont déductibles de l'impôt sur la fortune des particuliers, dans la limite de 50 000 €. Toute une catégorie de personnes aisées et très aisées en France qui payent l'impôt sur la fortune utilisent beaucoup ce dispositif pour contribuer au bien commun. Enfin, en matière d'entreprise, 60% du montant fait par des dons faits par des entreprises sont déductibles de leur impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Pour continuer dans les définitions, le terme anglo-saxon de sponsoring et sa traduction littérale française de parrainage vise des actes marchands facturés par les bénéficiaires que les donateurs entreprises peuvent déduire comme charges. On parle souvent de sponsoring sportif, par exemple, car les contreparties d'image retirées par les entreprises qui soutiennent le sport de haut niveau et ses compétitions s'apparentent à de la publicité chère et dûment tarifée. Troisième terme, le terme de partenariat, troisième domaine, entre mécénat et philanthropie d'un côté, sponsoring, parrainage de l'autre. Le terme de partenariat ne choisit pas. Il ne représente que lui-même et la promesse sympathique de l'action commune. Il n'emporte aucune conséquence fiscale intrinsèque, contrairement aux deux premiers concepts, et
adeptent le régime de l'action qu'ils bénit, philanthropie ou sponsoring. Enfin, dernière définition, peut-être parce que je suis française, et qu'en France, ça a une grande portée, puisque nous sommes le pays de la fameuse loi de 1901 qui a consacré la liberté d'association. J'éprouve le besoin d'évoquer la distinction entre les associations et les fondations, structures qu'on retrouve toutes les deux dans l'univers privé de l'intérêt général. Là où l'association organise le regroupement des personnes, la fondation permet l'affectation de biens, de patrimoine au service du bien public. Fondamentalement, l'outil de la philanthropie, du mécénat, du corporate giving, de la corporate philanthropy, du private giving, est en français la fondation ou le fonds de dotation, et en anglais the fund ou the foundation. Un rapide horizon sur le mécénat et ses différences entre l'Europe et les États-Unis. Donc on l'a dit, que ce soit en Asie, en Europe, sur le continent américain, la philanthropie se développe un peu partout. C'est un phénomène général. Sous des formes différentes et en fonction de contextes politiques ou historiques particuliers, les entreprises et les personnes physiques s'invitent dans la gestion de l'intérêt général. Ils apportent des réponses à des problèmes peu ou maltraités par la collectivité. On vous l'a dit tout à l'heure, ces fondations s'intéressent souvent à l'innovation, à défricher des solutions mises en place par la société civile en amont des structures publiques, en amont des grands plans publics d'intervention. En Europe, la recherche identifie 4 grands modèles sociétaux qui varient selon le degré de recentralisation de l'État. Dans le modèle anglo-saxon, dont le Royaume-Uni est un des représentants, le principal majeur représentant, ce modèle anglo-saxon est comparable d'ailleurs au modèle américain. La société civile est positionnée comme un contre-pouvoir au gouvernement et à l'État, et l'environnement fiscal et juridique est favorable aux dons et legs. Dans le modèle rhénan, Belgique, Allemagne et Pays-Bas, c'est la notion de partenariat qui prévaut entre une société civile forte, indépendante et structurée, et un État généreux. Les dons et legs ne sont pas particulièrement encouragés. Dans le modèle scandinave, c'est la notion de complémentarité qui domine entre une intervention étatique forte et la société civile. Cette dernière y joue souvent le rôle d'éclaireur sur les besoins sociaux auxquels l'État répondra par la suite. Les fondations y ont une relation forte avec le gouvernement et les agences gouvernementales, mais le système fiscal n'encourage pas vraiment les dons et legs, tellement c'est inscrit dans la société. Dans le modèle latin, méditerranéen enfin, la société civile a du mal à faire reconnaître sa place et son autonomie aux côtés d'un État très fort. Un effort manifeste est fait pour contrôler politiquement les organisations et associations, au travers notamment de mesures légales. Les dons et legs ne sont pas encouragés par le système fiscal et les fondations peinent à trouver leur place, même en allant là où l'État ne va pas. La France, l'histoire française relève de toute évidence du modèle latin, dont elle partage absolument toutes les caractéristiques. Cependant, depuis ces 20 dernières années, la situation a énormément évolué, notamment grâce à l'encouragement fiscal aux dons et aux legs, et grâce à une réforme dont je vais reparler, récente, qui date de 2003, que nous allons d'ailleurs fêter prochainement, qui a rendu le système français très performant. Il faut souligner aussi que récemment, l'immense notoriété et la puissance de grands mécènes américains a pesé sur les représentations. Il n'y a pas que le système fiscal, il y a aussi la représentation qu'on se fait du mécénat. Le philanthrope peut désormais s'identifier à un Bill Gates efficace, professionnel, disposant de moyens puissants et agissant de par le monde, porté par un élan de générosité et de devoir envers la société. Car c'est une caractéristique aussi du développement en Europe et aux États-Unis, c'est que du développement de la philanthropie, c'est qu'elle n'est plus l'apanage unique des entreprises. Beaucoup de particuliers se mobilisent dans ce champ. Cela a aussi modifié l'intérêt des médias pour le sujet de la philanthropie, ce qui est très intéressant parce que c'est par là aussi que se modifient les représentations que les gens en ont. Par ailleurs, depuis 20 ans, le rythme de constitution des fortunes s'est accéléré un peu partout. Des personnes jeunes, 40 ans, 50 ans ou moins jeunes, souvent sensibilisées à la culture anglo-saxonne, se retrouvent au sommet de leur activité à la tête de patrimoines importants. Ces nouveaux riches, entre guillemets, génèrent des mécènes d'un style nouveau, plus prompts à s'engager personnellement,
à suivre les projets qu'il finance et à agir dans une perspective d'efficacité, de résultats et de long terme. Il cherche volontiers à appliquer les règles de gestion de l'entreprise aux organisations d'intérêt général qu'ils soutiennent. Il considère comme naturelle leur intervention dans les affaires de la cité. Quelques chiffres. Malgré de rapides évolutions dans de nombreux pays, les Américains demeurent champions incontestés de l'engagement privé au service de l'intérêt général. Des statistiques de 2009, je n'ai pas du chiffre plus récent, mais je pense que la réalité d'aujourd'hui n'a pas énormément changé en 4 ans, montrent qu'ils consacrent 1,60% de leur PIB, soit 310 milliards d'euros au mécénat. Au deuxième rang figure le Royaume-Uni, avec 0,73% de leur PIB, puis le Canada, 0,72%. Je salue nos amis canadiens. L'Australie, 0,69%. L'Afrique du Sud, 0,64%. Puis les Irlandais, la République d'Irlande, 0,47%. La France arrive en 12e position seulement, avec un taux de 0,14%, ce qui représente aujourd'hui un montant global de 3 milliards d'euros de dons. 3 milliards d'euros dus aux 2 tiers par des particuliers, 5 millions de foyers fiscaux, et un tiers, c'est-à-dire 25 000 entreprises. Un tiers des entreprises, 25 000 entreprises. J'aimerais maintenant faire un focus sur une forme juridique, mais qui n'est pas qu'une forme juridique, qui est une forme de collaboration que nous connaissons particulièrement bien à la Fondation de France, car nous avons été créés sur ce modèle, et qui est un modèle qui est en train de se développer très rapidement, un peu partout dans le monde, et particulièrement en Europe. Je vais revenir pour ça sur l'histoire de la création de la Fondation de France, non pas tellement pour parler d'elle-même, mais pour expliquer un peu comment elle a approprié dans le contexte français un modèle anglo-saxon. La Fondation de France donc, a été créée en 1969, on l'a dit tout à l'heure, par les pouvoirs publics français, avec le projet initial d'encourager le mécénat. L'idée première, que l'on doit à André Malraux, alors Premier ministre de la Culture du gouvernement français, était de susciter la création d'une fondation pour stimuler la générosité des particuliers et des entreprises au service de la culture. Vous voyez pourquoi le sujet de cette réunion est proche de nos préoccupations et de notre histoire. Mais pour préparer la création de cet outil, un fonctionnaire des services du ministère, qui s'appelait Michel Paumet, a fait le voyage initiatique aux États-Unis, patrie de la philanthropie, et est revenu en préconisant la création d'une fondation généraliste sur le modèle des Community Foundations américaines. Alors, c'est quoi ces Community Foundations américaines? Ce sont des fondations qui ont vu le jour aux États-Unis au début du XXe siècle, et qui se comportent comme des médiateurs, des passerelles entre les mécènes, d'un côté, quels qu'ils soient, particuliers, entreprises, petits donateurs, très grands donateurs, et d'un autre côté, les acteurs de terrain au service de l'intérêt général, massivement le secteur associatif, mais aussi des services publics, pour favoriser la solidarité au sein des communautés locales. C'est ainsi que la Fondation de France a été créée comme une Community Foundation, avec toutes ses caractéristiques, mais à une échelle nationale. On lui a confié la mission de collecter, gérer et redistribuer des libéralités, donc des dons et legs de tout type de biens, au profit de toutes les causes d'intérêt général. La fondation communautaire est généraliste, soutient chez nous, on vous l'a dit, des populations vulnérables, éducation, recherche, environnement et bien entendu culture, avec la faculté particulière d'abriter des fonds individualisés, créés en son sein par des particuliers ou par des entreprises. Alors, bon, concernant la Fondation de France, comme l'État ne pouvait pas créer une structure privée, puisqu'une fondation est une structure privée, il a demandé à l'ensemble des banques françaises, Caisse des dépôts et consignations en tête, d'apporter les premiers capitaux de la Fondation de France. Ça n'a pas été simple, l'idée était formidable, l'appropriation dans le contexte français a mis un peu de temps à démarrer, mais la Fondation de France a toujours senti qu'il fallait garder son caractère privé, et que c'était à ce prix qu'elle gagnerait son indépendance et qu'elle pourrait imposer les choix de ses mécènes. C'est ce qu'elle a fait, et on peut dire que 45 ans plus tard, cette posture rigoureuse a porté ses fruits. Donc on vous a donné des chiffres tout à l'heure, nous distribuons 150 millions d'euros par an, et nous abritons 715 fonds qui sont autant de volontés philanthropiques mises en œuvre par des particuliers et des entreprises de manière absolument autonome à l'intérieur de la maison. La Fondation de France garantissant la cohésion de l'ensemble.
Je dois dire que ce modèle de fondation nationale n'a pas été adapté sur le modèle des fondations communautaires américaines, a été donc acclimaté à la France à travers la Fondation de France, mais l'a été aussi en Belgique à travers la Fondation Roi-Baudouin, au Royaume-Uni avec une forme un peu différente mais qui s'appelle la Charities Aid Foundation, au Luxembourg avec la Fondation de Luxembourg et en Pologne, très largement sous l'impulsion de la Fondation de France avec la Fondation de Pologne. Donc c'est un modèle qui a connu des déclinaisons nationales et qui aujourd'hui, donc on est vraiment dans une grande actualité, est repris par plusieurs pays pour en faire des déclinaisons régionales. Dans le contexte français, mais dans le contexte de beaucoup de pays d'Europe, la question du mécénat grassroots, proche des préoccupations du terrain, se préoccupant des diagnostics de l'état de la société, est très prégnante. Et il y a un grand mouvement pour acclimater ce modèle des Community Foundations à des niveaux plus locaux que les niveaux des États. On les appelle en français les fondations territoriales. Et donc, en Europe, on voit notamment, il y a une fondation qui est la fondation Carré-Plot en Europe, une fondation bancaire qui s'est préoccupée d'essaimer ce modèle. Donc, il y a beaucoup de petites fondations territoriales de ce type en Italie. Un autre opérateur l'a fait au Royaume-Uni. Et on vient de consacrer une journée d'études à ce sujet en France le 5 octobre dernier. Et on prévoit que dans le contexte français, c'est un modèle qui va certainement beaucoup se développer, notamment sous la pression des collectivités locales qui voudront faire des partenariats avec le privé à travers ces structures. Alors, ces fondations communautaires ou territoriales, j'insiste dessus parce qu'elles me semblent particulièrement adéquates pour organiser le mécénat et la philanthropie au sein d'une communauté. Elles offrent aux mécènes des services clés en main. Elles font la comptabilité, l'encadrement juridique, les diligences administratives des fondations qu'elles abritent. Elles permettent l'exercice sécurisé de la philanthropie à des échelles diverses et la mutualisation de moyens. Tout à l'heure, Patrick Attier a bien voulu, et je l'en remercie, saluer le savoir-faire de la Fondation de France. Je pense que le savoir-faire de la Fondation de France, il est le fruit de l'expérience, il est le fruit de sa propre expérience, il est le fruit de l'expérience reprise de ces mentors anglo-saxons qui ont inventé ce modèle, et il est aussi le fruit de l'expérience d'une communauté de mécènes. À la Fondation de France, nous sommes 170 salariés, mais nous réunissons autour de nous 400 bénévoles, dont un très grand nombre de professionnels qui viennent nous aider à réfléchir sur les problématiques sociales sur lesquelles nous devons intervenir et à choisir les projets que nous devons financer. Donc ce savoir-faire, il est le résultat d'un collectif et non pas d'un petit groupe, d'une petite technocratie isolée. Et cette question de la collaboration, cette question de la réunion des savoirs, cette question de l'hybridation des disciplines est complètement au cœur des enjeux du mécénat aujourd'hui. Les fondations territoriales, et j'en finirai avec elles sur ce point, sont des fondations généralistes. Et parce qu'elles sont généralistes, elles peuvent faire face à des besoins divers et prendre en compte la complexité des problèmes multifactoriels tels qu'ils se posent, en abordant les questions de manière transversale. Elles font bien entendu toute sa place à la culture, qui particulièrement recouvre de multiples dimensions, patrimoniales et esthétiques, mais aussi environnementales, sociales et économiques. Le mécénat culturel et ses enjeux. Quels sont les enjeux spécifiques du mécénat pour la culture dans ce contexte ? Il n'est pas du tout anodin, et là encore, je parle de la réalité que j'ai sous les yeux, que je connais, mais de constater qu'en France, c'est comme dans d'autres pays d'Europe, la culture et l'éducation jouent un rôle moteur pour le développement de la philanthropie. Voilà. Votre premier colloque sur le mécénat est organisé par les gens qui se préoccupent du développement de la culture en Haïti, et ça a été constamment le cas en France depuis ces 30 dernières années. La culture a besoin du mécénat pour compléter les moyens publics, et les institutions culturelles se montrent souvent très actives pour faire évoluer les dispositifs et mobiliser les mécènes. Alors 2 exemples d'actualité dans des pays proches d'Haïti illustrent parfaitement ça tout récemment. En France, le ministère de la Culture organise les 5 et 6 novembre prochains les entretiens du mécénat pour marquer l'anniversaire des 10 ans de la loi du 1er août 2003. C'est relative au mécénat. C'est cette fameuse loi du 1er août 2003 qui nous a apporté ces déductions fiscales si favorables. Et à l'occasion de ces 10 ans, le ministère fait le point sur les avancées
qu'ont apporté cette loi. Au Québec, j'ai découvert d'ailleurs que le gouvernement vient de publier en juin 2013 un rapport sur la philanthropie culturelle qu'il a commandé à un groupe de travail composé de représentants de la société civile. Le rapport, qui sonne à nos oreilles, qui est joliment intitulé « Vivement, pour une culture philanthropique au Québec », ce que je trouve un titre très dynamique, formule des recommandations qui visent à générer 50% d'augmentation des dons à la culture, de 45 millions de dollars à 63 millions de dollars. Et pour ce faire, il évoque 5 pistes, parmi lesquelles la poursuite et la simplification d'un dispositif d'incitation qui a été mis en place par le gouvernement, intitulé « Mécénat Placement Culture ». Alors c'est très remarquable, donc je vous en dis 2 mots. À travers ce dispositif, le gouvernement peut abonder jusqu'à 300% un don fait à un organisme reconnu. Ainsi, pour chaque dollar investi par un donateur, le programme donne $1, $1,5, $2 ou $3 en fonction de la taille de l'organisme soutenu. Dans les pays de tradition anglo-saxonne, l'éducation et la culture bénéficient très largement de la générosité privée. Toutes les universités et les musées importants aux États-Unis et en Angleterre sont adossés à de riches fondations. Il faut rappeler que les États-Unis n'ont pas de ministère de la culture et que le rayonnement de la culture et de l'éducation américaine doivent presque tout à la société civile. En France, où au contraire l'État a toujours joué un rôle central dans cette matière, la culture bénéficie tout de même aujourd'hui de 500 millions d'euros de dons privés par an. C'est à peu près la même chose, les mêmes chiffres en Allemagne et au Royaume-Uni. Qu'il s'agisse de mise en valeur du patrimoine, du soutien à la création, de la diffusion des œuvres, de l'accès à l'éducation et à la culture pour tous, le mécénat est partout aux côtés de la puissance publique qui le recherche et le valorise. Nous avons dans nos ministères aujourd'hui des fonctionnaires qui sont chargés d'animer la communauté des mécènes au profit des grands organismes publics et dans un certain nombre de grandes institutions culturelles comme le Louvre, Beaubourg ou Versailles, on a des services de mécénat extrêmement développés. Vous aurez d'ailleurs un représentant de l'Institut français qui viendra vous parler de cette réalité. Donc il y a aujourd'hui réellement en France une très grande collaboration entre les services publics et la société civile pour soutenir les actions culturelles. La culture en Haïti bénéficie d'une histoire, d'une tradition et d'une vitalité remarquables. Et il ne s'agit pas de remettre en cause, quand on parle de mécénat au service de la culture, la nécessaire implication donc, des pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être complémentaire. Mais la dynamique, pour faire face aux enjeux actuels, doit être soutenue et accompagnée. Et les enjeux sont de taille, hein. On le sait tous, ils sont mondiaux aujourd'hui, parce que en Haïti comme ailleurs, la culture rayonne au-delà des frontières et doit pouvoir s'inscrire dans des échanges internationaux, mais aussi, et d'abord, des enjeux locaux, car la culture est un facteur absolument essentiel du développement de toute la société. Je souhaiterais donc m'arrêter 1 minute sur ce point. C'est probablement un des credos particuliers de notre organisation et une des raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés à la culture en Haïti au sein de tous les projets que nous avons soutenus. Dans un moment où l'accélération des progrès technologiques change radicalement la nature des relations entre l'homme et son environnement, la culture et l'art en particulier deviennent des facteurs déterminants du développement social et économique. Si on en croit un récent rapport britannique, The Contribution of the Arts and Culture to the National Economy, qui a été publié le 7 mai dernier par l'Art Council of England, l'investissement public dans le domaine culturel est inférieur au rendement économique de ce dernier. Alors que la culture produit 0,4% du PIB européen, soit 12,4 milliards de livres sterling, 14,7 milliards d'euros, les sommes qui y sont investies n'excèdent pas 0,1% du PIB. En Grande-Bretagne notamment, la culture rapporte davantage que la santé, la vente en gros ou au détail des services aux professionnels. Au-delà de ça, la culture est décidément une affaire sérieuse. Elle est certes la marque d'une éducation ou une source d'enchantement, mais elle constitue surtout le terrain où se joue notre humanité et où se développe notre capacité d'exister comme personne et en société. Elle est le fruit de l'expérience accumulée, de l'intelligence et de l'imagination des hommes. Elle est perpétuellement en chantier pour s'adapter au changement. Comment faire pour qu'au XXIe siècle et en démocratie, la culture irrigue la vie de la société? Comment permettre à tous les citoyens,
d'enrichir leur culture du monde à travers l'art, de se confronter aux œuvres pour aiguiser leur sens critique et fonder leurs repères, plutôt que de rester de simples consommateurs ou des spectateurs d'une histoire qui les dépasse. Quelle que soit la richesse du contexte et de l'offre, force est de constater que l'appropriation intime de l'art et de la culture reste trop souvent le privilège des élites. Mais s'il est admis que surmonter l'exclusion et la fragilité implique de regagner la maîtrise de ses besoins et de ses désirs, accéder à l'art et à la culture suppose également d'être partie prenante, de participer à la création de valeurs et de repères d'ordre symbolique. Le mécénat, qui est libre de ses moyens, peut accompagner cette appropriation de la culture et de l'art par l'ensemble du corps social et contribuer ainsi à forger un puissant ciment de la société. Ici même, donc, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque les donateurs français nous ont mandatés pour soutenir votre société civile, nous avons identifié que l'art et la culture, l'éducation sont des priorités du pays. C'est pour ça que nous avons soutenu, mis en place ce fonds d'initiative locale dont on vous a parlé tout à l'heure. Dernière réflexion avec laquelle je conclurai mon propos. Au-delà des solidarités familiales, de voisinage, de quartier, qui sont un peu partout dans le monde vivantes, l'exercice du mécénat repose sur une vision plus large des besoins sociaux, une organisation de ses priorités, un engagement durable. Il a certes besoin pour se développer d'un appareil législatif et fiscal incitatif, mais aussi d'outils de gestion et de conseil, de plateformes d'information, de communication et de formation, de partenariat entre mécènes. Dans le contexte européen et français, nous avons mis en place beaucoup d'organisations, de regroupements professionnels, qu'il s'agisse du Centre français des fondations, de l'Association française des fundraisers qui intervient pour faire des formations sur la recherche de fonds, d'une organisation qui s'appelle France Générosité, qui représente les collecteurs de fonds auprès des pouvoirs publics, du comité de la charte qui gère les questions de déontologie dans les organisations. Toutes ces plateformes sont des lieux d'échange et de professionnalisation du secteur, de regroupement qui favorisent la dynamique de la philanthropie et du mécénat. Je termine sur ce sujet parce que je pense que dans cette perspective, ces rencontres d'aujourd'hui constituent réellement une initiative très importante et j'en remercie encore leurs organisateurs. Merci.